Samedi soir, deuxième partie. Alors, est-ce que la contestation va tenir jusqu'à mardi? 805 000 personnes dans toute la France, selon les chiffres de l'Intérieur. 1,5 million selon la CGT. Regardez le programme. Lundi, Jean-Paul Delevoye reçoit à nouveau les syndicats. Mardi, nouvelle manifestation test dans toute la France. Et puis mercredi, midi, au Conseil économique et social et environnemental, c'est Édouard Philippe qui va détailler son projet de loi. Jean-Luc Mélenchon, lui, était à la tête de la manifestation aujourd'hui à Marseille. Et pour lui, il faut continuer de chauffer la salle. Écoutez-le. Aujourd'hui, vous savez, il y a des rassemblements un petit peu partout dans le pays. Je pense que c'est une bonne préparation de la journée du 10 où nous devons être très nombreux à l'appel des syndicats. Et nous avons donc pendant les 3 jours, il y aura comme ça de la mobilisation, des grèves reconduites qui vont préparer cette grande mobilisation du 10. Tous nos efforts doivent être tendus vers la journée du 10 parce que ce sera le jour du grand bras de fer, la veille de la présentation de son projet par le Premier ministre. Et merci à Luc Faré de nous avoir rejoint. Vous êtes le secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Alors vous êtes un peu gêné aux entournures à l'UNSA. Pourquoi ? Parce que vous n'appelez pas, vous, à manifester mardi. Par contre, vos troupes du côté des cheminots, eux, ils seront bien là dans le cortège et eux, ils veulent maintenir la grève. Oui, parce que, en fait, les cheminots, les agents de la RATP et un certain nombre d'agents publics défendent les spécificités de leur métier. Aujourd'hui... Mais il y a 2 UNSA alors ? Non. L'UNSA a 2 fusils, devrais-je dire, à son épaule. Ah ben vous êtes gagnant à tous les coups, là. Ouais. D'un côté, nous voulons privilégier la négociation et de l'autre côté, nous voulons insister sur le fait que si le gouvernement n'est pas plus clair, n'est pas plus précis, eh bien, il provoque des inquiétudes et ces inquiétudes font que les gens aujourd'hui ne savent plus ou ne savent pas ce que veut faire le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement a créé de l'anxiété et c'est cette anxiété qui entraîne des réactions, en particulier de nos collègues. Je vais prendre un exemple tout simple. Le 13 septembre, la RATP a déposé une journée de grève, un préavis. Notre organisation syndicale a réussi ce 13 septembre avec une très grosse... UNSA RATP. UNSA RATP. Immédiatement après, on a déposé, dans les jours qui ont suivi, une deuxième journée, le 5 décembre. C'était jeudi dernier. Et en disant très clairement, la balle est dans le camp du gouvernement, c'est maintenant qu'on négocie et qu'on doit négocier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu effectivement des rencontres, il y a eu des choses qui ont avancé, mais globalement, le gouvernement est resté sans dire vraiment ce qu'il veut faire. Mais alors pourquoi vous n'y allez pas mardi prochain, vous ? Parce que d'abord, un certain nombre de nos fédérations, je pense aux enseignants, je pense aux policiers, je pense à la justice, je pense aux finances, je pense aux territoriaux, à un certain nombre d'agents hospitaliers que nous représentons, qui sont allés dans ces manifestations, qui ont déclenché des mouvements de grève. D'ailleurs, nous avons fait un rassemblement spécifique à l'UNSA à Paris, à place de Bercy, où il y avait un certain nombre de personnes présentes. Et au final, maintenant qu'on a dit au gouvernement, attention... Ça veut dire que vous ne tenez pas vos troupes. Pourquoi ? Quand vous dites, nous, on n'y va pas mardi, mais si les cheminots y vont, si les enseignants y vont, si les hospitaliers y vont... À l'UNSA, on a un petit mot qu'on aime bien, c'est le mot autonomie. Et ça a une raison extrêmement intéressante, c'est que ça permet effectivement de dire, attention, il y a des endroits où on a besoin de réponses. C'est le cas de la RATP, c'est le cas de la SNCF, c'est le cas de la fonction publique. Non, là, permettez-moi de vous poser une question assez directe. Est-ce que vous n'appelez pas parce que finalement, dans les rencontres que vous avez eues avec les pouvoirs publics, vous avez eu sur un certain nombre de sujets des assurances ? Non. Et pouvez... Alors, aujourd'hui, vous ne faites pas de rapport de force en n'ayant eu aucune réponse. Vous ne vous donnez pas la garantie d'avoir des réponses ? Parce qu'aujourd'hui, nous croyons, nous, à l'UNSA, au dialogue social, et nous avons, avec un certain nombre de nos fédérations, dit au gouvernement, attention, on a besoin de savoir ce que vous voulez faire sur cette réforme des retraites. On ne le sait pas pour aujourd'hui. Maintenant, il faut que vous nous le disiez, et nous attendons mercredi. Donc vous attendez mercredi pour savoir si les propositions que nous avons formulées... Est-ce que vous avez des assurances ? Non. Par contre, j'ai des propositions que nous avons faites.
Les propositions que nous avons faites, nous avons demandé des garanties sur le temps, c'est-à-dire que nous voulons que Sur les le générations... décalage, quelle génération vous avez proposé? On a proposé 15 ans de décalage. Donc, si- 77. 77, 78, 77, c'est la 73, génération j'en sais rien, Macron. 10, 15 ans. C'est Et donc la qu'on ait, date de naissance de Macron. qu'on ait, des choses, Serge. qu'on ait des Vous ne assurances savez pas pour Ah, permettre... quand même, un pour briscard permettre comme de vous ne connaissez pas la date de, de- naissance Bon, du président. attendez, laissez-le parler. Je crois que c'est 60. pour essayer de permettre de protéger des agents, Ouais. pour essayer qu'il y ait zéro perdant et que ça donne du temps pour qu'on puisse mettre en place tous les mécanismes qui seront nécessaires pour réussir cette transformation voulue par le président de la République, Donc, pas par l'UNSA. Là, vous êtes d'accord là-dessus avec la CFDT? Je ne sais pas ce que dit la CFDT Vous en ce savez, qui nous concerne. vous êtes curieux. Je vais être Et vous- très alors précis. attendez, Nous, vous on êtes veut pour la pas- fin ou pas des régimes spéciaux? Eh bien, nous, on dit que dans les régimes spéciaux, il y a des spécificités qu'on doit tenir compte. Ouais, mais Bon. ça- Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de régime spécial. C'est extrait. Et on ne peut pas faire pour la fonction publique. Donc vous que êtes je plutôt représente, soft dans le mouvement, l'UNSA, là, Ah en oui. ce moment. si vous voulez Mais- utiliser ce terme, parce qu'on croit dans la négociation, Ouais. on croit dans la discussion, Mm. et le gouvernement doit Mais- réussir. Attendez, Frédéric Descrozaille, ça vous intéresse, un syndicat comme ça, qui est prêt au dialogue, qui est prêt à dire oui, mais il faut qu'on nous entende? Vous en avez besoin, là, Je ne sais pas si c'est de le verbe Luc, de Luc intéressé Faré. que j'aurais retenu, mais je voudrais saluer l'esprit dans lequel vient de s'exprimer Luc Faré, oui. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends derrière ça, c'est des valeurs dans lesquelles moi je me reconnais, c'est le sens du compromis. C'est la foi dans le dialogue et dans la contradiction. C'est-à-dire que si on ne nous fait pas de procès d'intention, si nos détracteurs, nos opposants font l'effort de penser que nous sommes sincères et que nous croyons vraiment que, pas pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, il est préférable en France de bâtir une solidarité nationale qui soit plus lisible, plus simple, qui permette plus de flexibilité dans les carrières, avec effectivement un seul endroit, une caisse où tout le monde est inscrit, et pour lequel, en fonction des métiers et des spécificités métiers, on a des points qui peuvent être bonifiés, ça fait partie des choses à clarifier. S'il y a cet effort-là, ben après, la confrontation, elle est dure, la contradiction, elle peut être très dure. Par exemple, les insoumis peuvent nous dire on n'est globalement pas d'accord parce que nous, on pense qu'on peut financer autrement et mieux, mais au moins, on peut discuter. C'est-à-dire que, et moi, ce que je voudrais saluer ce soir, c'est qu'on a là un exemple type d'interlocuteur avec lequel l'échange, la discussion Ouais. sont Alors possibles. que vous pouvez pas L'issue discuter- n'est pas garantie, mais au moins, on peut Oui, discuter. attends, Alors que vous ne pouvez pas Donc, discuter avec la CGT, par Ben, on ne exemple. peut pas discuter avec des gens qui ne nous croient pas a priori, Alors, qui avant même qu'on ait ouvert la bouche, attendez. commencent déjà à sourire de dédain. Alors En fait, écoutez-les, vous n'avez pas écoutez-les, ces décidé syndicats, qu'ils et on sont vous redonne la parole interlocuteurs. juste après. Madame Rigol, vous avez Écoutez-les, entièrement les raison, autres mais syndicats. c'est à nous de faire l'effort, Il y a quand même des... Oui, mais de vous donner n'avez des pas gages de déterminé sincérité. ce Attendez, qui est on un écoute bon les syndicats à la Je sortie. voudrais revenir, s'il vous plaît, parce que alors, j'ai mais pas eu attendez, le temps. on passe un peu de vidéos aussi. Vous m'avez dit que je pourrais répondre à Madame Oui, mais Rigol, j'aimerais qu'on et écoute je n'ai les pas eu le autres temps de le syndicats faire. avant. Juste après, On vous juste redonne après la juste vidéo, après. vous pourrez Allons-y. répondre. Le Premier ministre, lui, jette de l'huile sur le feu à chaque fois qu'il parle, son gouvernement également. Donc on pense que le terrain est favorable pour une meilleure mobilisation. On a d'autres secteurs professionnels, d'autres entreprises qui viennent aujourd'hui rejoindre le mouvement. Il faut que le gouvernement, du coup, maintenant entende cette colère sociale. Il faut que le gouvernement retire ce projet, et si le projet est retiré, il n'y aura effectivement pas grève pendant les fêtes de Noël. Nous perdons chaque jour du salaire, mais ce que nous perdrons avec cette réforme est bien plus importante, et donc on voudra aller au bout évidemment de la bataille. Au passage, Luc Ferré, on a écouté l'UNSA ferroviaire au début, qui est très dur contre le gouvernement, qui dit le Premier ministre jette de l'huile sur le feu. Donc c'est bien ce que je dis, vous tenez pas vos troupes. Entre votre discours et celui qu'on vient d'entendre, il y a quand même un différentiel Je gigantesque. serais extrêmement dur avec le gouvernement si le gouvernement continue La base. à ne pas donner les réponses par rapport à un projet dont ça fait plus 1 an et demi, quasiment 2 ans que nous entendons parler, Oui. dans lequel, dans la fonction publique, nous n'avons pas réellement engagé les discussions pour savoir comment on va compenser la différence entre le système actuel et le futur système s'il doit voir le jour. Et donc, oui, il y a une responsabilité du gouvernement. Le gouvernement a commencé, enfin, ces derniers jours, à ouvrir des discussions. Faisons
confiance, non pas au gouvernement, mais au sens du dialogue et de la responsabilité. Parce que dans notre pays, on doit réussir à pouvoir construire un régime de retraite qui concerne tout le monde et qui améliore la situation de chacun. Et je pense par exemple à une de nos revendications. Par exemple, le gouvernement évoque l'idée d'une retraite à 85%. Nous, on dit du SMIC. Nous, on dit à 100% du SMIC au moins. Ça serait une avancée extrêmement importante. Est-ce que vous pouvez nous préciser, sans que ça alourdisse peut-être cette discussion, mais ce que vous avez demandé? Donc je vous le dis, ça. Oui, alors j'ai noté. On nous a demandé une transition inférieure au SMIC. Une transition très longue. Et la transition très longue avec un respect 100% des droits acquis au jour où la réforme se mettra en place. Cela qui veut dire que tout ce que les gens qui ont commencé à travailler depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, ne soient pas... Alors Jacques Miard et Frédéric Descrozaille. Parce qu'il y a un grand syndicaliste qui disait il faut du grain à moudre. Parce que dans ce que vous demandez... Là, il y en a du grain à moudre. Non, dans les demandes. Mais le problème, c'est qu'il faut financer derrière. Et ça, il y a un problème majeur. Parce que du côté de la fonction publique, où les primes ne sont pas considérées comme calcul de la retraite, les sommes sont gigantesques. Voilà. Et donc, bien sûr qu'il est au courant. Et il le demande. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, je ne sais pas ce que va annoncer mercredi le gouvernement, mais à mon avis, il est coincé. Et il est coincé par un dogme qui s'appelle les 3% de Bruxelles. Et s'il continue à endetter le pays, on va dans le mur. J'ai cru comprendre qu'il avait fait son interview à The Economist. Non, ça c'est du baratin. Relisez bien, le problème c'est qu'il faut changer de logiciel économique. Non, mais Jacques, Frédéric, je voudrais juste terminer sur ce point précis. C'est un autre sujet. Non, c'est pas ça, c'est fondamental. Mais si on ne peut pas investir dans ce pays avec un changement de logiciel économique, en retournant des avances des banques centrales au Trésor pour l'investissement, on va dans le mur. Parce que vous continuerez... c'est autre chose, ça. Mais non, c'est pas une chose, c'est le point cardinal, Damien. C'est le point cardinal. D'expérience, ce que j'ai constaté, c'est qu'on n'a jamais le temps de le traiter. S'il y a des créations d'emplois, Frédéric, s'il y a des créations d'emplois, s'il y a au moins 500 000 personnes en moins au chômage, à ce moment-là, on retrouve leur équilibrage. Et donc, il est là, tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a moins de chômage, les retraites se porteront mieux. Il faut y arriver par des investissements. Et il ne faut pas y arriver avec... Frédéric Descrozaille. Le souci, c'est que vos propositions, ça fait à peu près 50 ans qu'elles sont proposées. Mais non, ça fait pas 50 ans, arrêtez. Ça fait 50 ans. C'est le traité de Maastricht, ça fait pas 50 ans, madame. Si j'ai le droit de placer un mot, Monsieur Miard, après cette très longue diatribe, je vais quand même me permettre de le prendre. Donc ça fait 50 ans à peu près qu'on teste les mêmes méthodes, qu'on rallonge le temps de travail, qu'on rallonge le temps de travail tout au long de la vie. Et qu'est-ce qu'on a? On a toujours plus de chômage. On a une nouvelle... pas vite, hein. Je vous prierai pas ce que j'ai dit, madame. Je vous prierai d'être poli. Mais je suis désolé de vous le dire. François Mitterrand, c'était 60 ans, puis ça a été 62, et bientôt ce sera 63 ou 64. Merci d'aller dans mon sens. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a? On a une jeunesse qui a... Est-ce que vous pourriez arrêter de chuchoter derrière, s'il vous plaît? Merci. Donc, on a une jeunesse... En fait, c'est très difficile de se concentrer quand vous n'arrêtez pas de parler derrière. Continuez, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Oui, mais c'est un peu compliqué. Donc, on a une jeunesse qui a de plus en plus de mal à trouver du travail. On a des plus de 50 ans qui sont quasi exclus du marché de l'emploi et qui sont, de fait, exclus de retraite à taux plein. Eh bien, c'est ça la situation que 50 ans de même méthode ont créée. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour justifier ça? On montre du doigt les régimes spéciaux. Mais les régimes spéciaux, ça sert juste à dire, regardez les vilains privilégiés. Qui coûtent des milliards. Qui coûtent des milliards, pas forcément, justement, parce que les rapports s'affrontent dessus. En fait, peut-être que les retraites ne coûteraient pas si cher et peut-être que ce ne serait pas un tel gouffre à rembourser. Tout ça pour dire que le gouvernement a agité un chiffre en rouge, celui des régimes spéciaux. Aujourd'hui, on s'aperçoit à quoi? Les régimes spéciaux, ce sont les professions particulières. Ce sont les policiers, ça peut être les infirmières, ça peut être plusieurs cas comme ça. Et finalement... les conducteurs de bus de la RATP, ou les conducteurs de train qui travaillent tard le soir. Et en fait, les Français sont d'accord... Il y a beaucoup de professions qui travaillent tard le soir, maintenant. Oui, et qui donc ont droit à avoir un régime de pénibilité appliqué particulier. Et en fait, entre le moment où on a agité ce chiffon rouge en disant « regardez ces salles privilégiées », puisque le mot utilisé était des privilèges. Regardez le tweet de l'AREM qu'on a retrouvé. Ça vient vraiment du parti présidentiel. C'est dur, ce qu'ils écrivent.
écrivent « Avec le système actuel, un cheminot peut partir à la retraite 11 ans plus tôt que le reste des Français. Vous trouvez ça normal? Le futur système universel sera plus juste avec la fin des régimes spéciaux. » Je ne peux pas être d'accord avec ce propos qui a été tweeté par le parti présidentiel, pour moi, est une provocation. Parce que ce n'est pas la réalité. Redemander aux cheminots à quel âge ils prennent leur retraite, c'est pas 52 ans. Et puis regardez. C'est combien? C'est beaucoup plus proche de 57 ou de 58 ans. Mais c'est pas 63. Non. Mais regardez 64. Aussi les difficultés des métiers, la complexité des métiers et la rémunération des métiers. Et je reviens à la fonction publique. L'un des soucis que nous avons aujourd'hui, c'est que le système actuel d'un calcul sur les 6 derniers mois permet aux agents publics de partir avec une somme toute assez proche de celle des salariés du privé, en additionnant le régime général et la GIRC et l'ARCO. Et donc quand on fait ça, demain, il faut que ce soit à peu près la même somme que les agents publics aient au moment où ils vont prendre leur retraite. Le principe, c'est de raisonner par métier et pas par statut. La solidarité qui a été mise en place, les fameux régimes spéciaux, c'est une solidarité historiquement qui s'est mise en place en silo à une époque où pratiquement l'essentiel des gens faisaient le même métier toute leur vie et le plus souvent dans la même entreprise. Le fait est que historiquement ça s'est bâti comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un système où vous avez des écarts considérables et selon que vous travaillez ici ou là, en faisant exactement le même métier, que ça soit un métier qui use physiquement, pénible, ou un métier de bureau pour lequel il n'y a pas ces questions de pénibilité. C'est l'exemple du chauffeur de bus à Paris. Oui, par exemple, mais c'est l'exemple d'une assistance de direction, comptabilité RH, administration, gestion, tous les métiers qu'on appelle les fonctions support. Quand vous entrez dans une entreprise, selon qu'elle est petite ou très grosse, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes. Vous négociez votre salaire, puis quand vous rentrez dans la boîte, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes avantages. Il y a des entreprises où vous allez avoir un cadeau de Noël, des entreprises où vous allez avoir un comité d'entreprise qui a beaucoup d'argent, qui va vous proposer des avantages, des entreprises où vous allez profiter d'avoir des tickets restaurants à 10 € si c'est dans Paris, et puis d'autres où vous n'avez rien de tout ça. Vous voulez le prendre en compte ? Non, je dis juste que pour le même métier, selon l'endroit où vous travaillez, vous n'avez pas du tout les mêmes conditions de travail. Ce que nous voulons faire, c'est que pour les retraites au moins, ces écarts-là, ça cesse. Alors, non. C'est intéressant. Jacques, je vous ai tous laissé parler, laissez-moi finir. Donc, il s'agit de maintenir des écarts métiers, et bien sûr que tout le monde, encore une fois, l'idée n'est pas de demander aux officiers de police judiciaire d'être dans la rue à 60 ans. Ou d'envoyer des militaires en OPEX à 60 ans. Donc bien sûr que tout le monde ne partira pas à la retraite au même âge. Et c'est la complexité technique et l'information détaillée qu'il s'agit d'apporter. Je pense qu'on n'aura pas tout sur la table mercredi, parce que je pense qu'il y a des discussions qui vont encore prendre du temps, parce qu'il faut trouver ces ajustements métiers. Mais au moins, ça sera en France. Quand on travaille en France, qu'on est français, on a une retraite qui est fonction du métier qu'on exerce, pas de là où on est inscrit, pas de la caisse nationale où on est inscrit, et pas de l'entreprise où on est inscrit, question retraite. J'ajoute que Mme Regal a dit tout à l'heure que la retraite, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas. J'aime beaucoup cette formule. Je ne sais pas si elle est de vous, mais j'aime beaucoup cette formule et je la retiens. Je vais vous donner l'exemple des agriculteurs, parce que c'est une des professions que je connais. Les agriculteurs, quand on a mis en place une politique agricole, jeunes agriculteurs en 1972, c'était Jacques Chirac qui était ministre de l'Agriculture, eh ben, l'idée a été de dire, votre retraite, en fait, on s'en fout, parce que vous avez du capital, typiquement. Vous avez un capital d'exploitation, et et c'est même l'ambiguïté de la maison d'habitation, c'est exactement ça le raisonnement. Donc la politique qui va être poursuivie, ça va être de subventionner l'acte d'achat, la transmission, donc les taux bonifiés à une époque où les taux d'intérêt étaient à 2 chiffres, et comme ça, vous réaliserez votre capital quand vous arrêterez de travailler. Total, les agriculteurs aujourd'hui, ils ont une retraite qui est moins de 600 € pour les femmes et pas beaucoup plus pour les hommes. Donc le minimum contributif de passer à 1 000 €, évidemment que ça les intéresse. Parce que cette politique de transmission d'entreprise, aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc, il y a ces spécificités métiers, c'est ça qu'on a mis en place. Il s'agit d'harmoniser ça pour rebâtir une solidarité nationale. Vous êtes en train de bâtir une usine à gaz parce que la spécificité par métier, elle est immense. Il y a énormément de différences entre une secrétaire qui va être au ministère de l'Intérieur avec des obligations spécifiques et une secrétaire qui est une secrétaire dans une entreprise. Arrêtez de nous bâtir une usine à gaz. Une différence fondamentale. Là, l'usine à gaz, Jacques. Mais non, chacun est inscrit dans 3 régimes, parfois jusqu'à 7. On l'a, l'usine à gaz. C'est illisible. Mais ce n'est pas un problème de lisibilité, c'est un problème d'effectivité.
l'illisibilité de la retraite qu'on va percevoir. C'est un problème de justice et d'illisibilité. Et ensuite, quand vous aurez bâti tout le monde, et c'est là où j'insiste, c'est qu'en réalité, ce régime est une étatisation et tout va être dans la main de l'État qui va faire varier la valeur du point. Non. Et la question de la gouvernance, c'est une des précisions, je pense, que le Premier ministre va apporter mercredi. C'est ce à quoi on va. On est en train d'étatiser totalement le système des retraites. Moi, je voulais rebondir sur un point précis que vous avez évoqué tout à l'heure. Dans la fonction publique, il n'y a pas de négociation de salaire. Il y a un principe, une carrière qui est définie. Et si aujourd'hui, la réforme que vous envisagez voit le jour, il faudra revoir toute la rémunération de tous les agents publics et il faudra s'y atteler. Et c'est pour ça que nous demandons qu'il y ait du temps pour la fonction publique. Parce que sinon, on va vers des difficultés majeures. Quand vous parlez, par exemple, des policiers, il faut qu'on puisse reconnaître la dangerosité de leur métier. Lorsque vous évoquez le personnel de l'hôpital, il faut que l'on puisse évoquer la question du service actif à l'hôpital. Il faut qu'on puisse évoquer l'organisation des services dans les collectivités, dans les communes, faire que les agents puissent avoir des primes dans les communes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de collectivités où il n'y a pas de primes. Et donc vous rajoutez des milliards, là, au budget de l'État. Il faut être cohérent. L'objectif pour l'UNSA, c'est qu'il n'y ait pas de perdants. Il y a zéro perdant, c'est ce qu'on dit. Ouais, mais qui paye tout ça? Comment on pourra pas payer? Alors, je pourrais rentrer dans un détail de calcul. Tout le monde est d'accord pour augmenter les fonctionnaires. Oui, mais ça ne se fera pas. À partir du moment où la question budgétaire est posée. C'est sûr. Elle est posée depuis un certain temps pour la fonction publique. Parce que les salaires n'ont pas été revalorisés par ce gouvernement. Il va falloir se poser la question de revoir la totalité des carrières. Peut-être faire démarrer des carrières avec un meilleur revenu au début. Absolument. Et ça peut peut-être répondre des questions au niveau de l'attractivité. Donc il y a des enjeux autour de cette réforme et nous, à l'UNSA, on est prêts à saisir ces enjeux pour pouvoir, dans la fonction publique, améliorer la totalité des carrières des fonctionnaires. Alors attendez, pardonnez-moi, mais on a l'impression que Emmanuel Macron voulait faire une réforme simple et qu'effectivement, comme disait Serge July, au fur et à mesure qu'on ouvre la boîte de Pandore, les questions sont de plus en plus compliquées. C'est évident parce que ça a été fait par un amateur. Ça devient presque ingérable. Je peux me permettre de vous raconter une anecdote. Allez-y. Par exemple, la loi de la transformation de la fonction publique dont on a parlé il y a peu, eh bien, dans cette loi, il y avait un versant rémunération. Et moi, j'ai argumenté auprès de Gérald Darmanin et d'Olivier Dussopt pour que ce versant rémunération ne soit pas traité à cet instant-là, à ce moment-là, dans cette loi, mais qu'on puisse s'appuyer sur la réforme que le président de la République avait annoncée. Je ne suis ni pour ni contre cette réforme. Je constate que c'était dans son programme. Et donc, dans ce cadre-là, il faut discuter de la rémunération des agents publics. Mais en tout cas, le Premier ministre va avoir vraiment fort à faire mercredi pour essayer de contenter tout le monde. Ça va être mission quasi impossible. Écoutez-le, encore une fois, quand il est intervenu jeudi dernier. Ma logique n'est pas, et ma logique ne sera jamais celle de la confrontation. La mise en place d'un système universel de retraite qui permet de garantir à tous nos concitoyens leur retraite et celle de leurs enfants, qui permet de mettre en place un système plus juste et plus solide, mérite un débat de fond, un débat éclairé, un débat auquel, je le sais, nos concitoyens sont prêts. Voilà, pas de confrontation et Philippe Martinez lui a répondu aujourd'hui. Pour l'instant, le Premier ministre hier a dit on ne veut pas d'affrontement, mais on ne change rien. Donc non, il n'y a pas de confiance dans ces... Enfin, moi je l'écoute, ce n'est pas une question de confiance. Il a dit on ne change rien. Donc pour l'instant, il n'y a rien qu'à bouger. Soit ils continuent à provoquer, soit ils disent oui, vraiment, il y a une colère dans ce pays et on fait ce que vous proposez, ce que nous proposons. C'est-à-dire on arrête tout et on repart à zéro. Bon, le courant, il passe pas là quand même. Oui, je voulais revenir. Oui, non, mais là, sur ce qu'on a vu, on a l'impression que c'est dialogue de sourds. Non, mais... complet. Je trouvais que le Premier ministre exposait un programme de manière précipitée, puisque ça rendait des choses... Oui, précipitées. On ne fait pas ça... voilà. Ça fait 18 mois qu'ils sont dessus, le programme. Oui, ça fait 2 ans. Ça a commencé en janvier 2018, les réunions. Donc, vous n'avez pas eu beaucoup d'éclaircissements dans ces réunions. Je n'ai pas l'impression qu'elles ont été
très féconde, ou en tout cas que vos interlocuteurs étaient prêts à vous faire des propositions. Parce que c'est surtout ça, ce dossier. Moi, ce qui m'a fait peur dans ce que vous avez dit, j'espère que vous vous trompez, sincèrement, c'est quand vous avez dit il n'y aura pas tout mercredi. Alors ça, je vous dis tout de suite. Non, je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas tout mercredi, vous prenez. Alors, je donne un point de vue. Excusez-moi. Si vous n'avez pas tout mercredi, si vous ne répondez pas à toutes les questions que tous les Français se sont posées, il va parler 4 heures, le Premier ministre. Peu importe. Je vais préciser. Mais vous êtes obligé. Vous êtes obligé parce que comme vous avez attendu mercredi avec impatience, parce que mercredi avec impatience, on a besoin de savoir ce que le gouvernement va proposer réellement et comment il va le faire. Ici, un interlocuteur qui dit on a demandé 15 ans. Bon, et on a toujours dit, nous, que cette question de la durée de l'entrée en vigueur, je prends l'exemple des avocats, c'est pareil. C'est de la même, il y a aussi une question de nombre d'années. Donc il a été question de 1963. En fait, c'est fini, 63. Non, mais c'est terminé. Bon, bref. Là, mercredi, je pense que le Premier ministre, s'il évoque ça, j'en sais rien, j'ai pas lu son truc et je ne suis pas un scoop ce que je suis en train de dire. C'est ce que vous n'avez pas d'infos, vous? Non, je n'ai pas d'infos. Il n'y a jamais personne. Vous, député de la Reine, vous n'avez pas d'infos? Mais non, mais écoutez, je découvrirai mercredi. Chacun son truc. À quoi ça servirait que j'ai des infos? Moi, je ne sais pas, il pourrait y avoir des éléments de langage d'ici mercredi et je prendrai ce que nous dit le Premier ministre. Mais sur cette question-là, il peut être très important de venir pour la fonction publique, pour telle et telle branche de la fonction publique ou tel et tel métier, ça sera entre 10 et 20 ans, par exemple, au lieu de dire ça sera 16 ans et demi. C'est-à-dire que quand je dis qu'il n'y aura pas tout, c'est qu'il va nécessairement, après cette présentation de mercredi, des endroits où on va continuer à discuter. On avait parlé de 2025. Madame Rigol rappelait qu'il a fallu 13 ans de concertation en Suède pour aboutir. Bien sûr que jeudi matin, tous les Français de Navarre vont pas savoir exactement ce qui va se passer, à quelle date et à quelle heure, pour que tout le monde passe. Non, on va continuer à discuter parce que tout. Non. Parce que c'est une façon de tout aborder en disant voilà les marges, voilà les taux de bonification, voilà comment il va falloir les préciser, voilà les dates d'entrée en vigueur et les durées de transition. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de précisions qui vont être apportées, mais c'est exactement comme un film qui dure 2h30. Je peux vous dire qu'un film que j'ai vu, je peux vous le résumer en 2 phrases. Et puis si j'ai 10 minutes, je vais prendre 10 minutes. Oui, mais et puis s'il faut 2h30, vous allez le voir. Mercredi, il va tout évoquer, mais il ne pourra évidemment pas rentrer dans le niveau de précision de tout ce qui va être abordé. Comme vous avez eu la rétention politiquement, ce que vous dites, s'il n'est pas capable effectivement de rassurer les Français, et c'est à mon avis impossible, compte tenu du coût, compte tenu de la complexité, compte tenu des glissements, etc. Donc on est parti véritablement pour encore avoir beaucoup plus d'anxiété, et je crains fort que ça soit une véritable crise. Jacques, il y a pour rassurer les Français, il y a la question de le fait de prendre toute la vie, toute la carrière, au lieu des dernières années ou des derniers mois. Bon, ça c'est un truc sur lequel il peut être rassurant en avançant. C'était les meilleures années. C'était les meilleures années. C'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça c'est un point sur lequel il y a une attente. Il y a la question de pas régime unique et donc pas tout le monde au même âge. Et donc de la prise en compte de spécificités autour de la notion de pénibilité qui est quelque chose qui est cher à la CFDT. Ça c'est aussi quelque chose sur lequel il peut rassurer. Il y a la question du nombre d'années de transition. Je crois que M. Descrozaille ne veut pas laisser parler. Non, mais c'est important. Non, mais c'est la parole est à la défense. Alors, c'est important. Oui, mais le juge a dit que c'était à moi de parler, donc je vais pas. Je suis pas le juge, moi. Non, mais donc il peut rassurer sur un certain nombre de points. Moi, je suis l'huissier, c'est tout. Allez-y. La justice est très mal respectée dans ce pays. Plus sérieusement. J'entends ce que vous dites, Monsieur Descrozaille, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un de la majorité dit quelque chose, quelqu'un d'autre le contredit. Et ça fait des semaines qu'on est là-dedans. Et le problème, c'est que le fil rouge de cette retraite, en fait, on le voit bien, il était décrit dans le projet d'Emmanuel Macron, dans son projet présidentiel. Et en fait, c'est de faire en sorte que les retraites coûtent moins cher à l'État. C'est qu'elles coûtent moins cher d'argent public. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte d'externaliser le plus possible le coût des retraites. Or, externaliser, ça veut dire quoi?
Ça veut dire appliquer la même politique de libéralisation. Qu'est-ce que vous entendez par externaliser ? Eh bien, ça veut dire plus dépendre des retraites complémentaires que de la mutualisation qui fait le corps social. Eh bien, ce qui me fait dire ça, c'est ce qui a été expliqué par Emmanuel Macron pendant sa campagne. C'est tous les flous, pendant sa campagne présidentielle. Eh bien, quand il a parlé de sa vision. Et par ailleurs, tout le flou qu'il y a eu justement autour de comment ça doit se passer. Parce que la réalité, c'est que le projet lui-même est un projet d'externalisation des coûts et ce gouvernement, j'ai été extrêmement précise, il s'agit de privatiser les retraites. C'est-à-dire de mettre l'accent le plus possible sur les retraites complémentaires, ce qui accroît les inégalités, là où la France justement luttait contre la grande pauvreté des aînés grâce à ce système de solidarité. Et ça, non, il n'y aura pas de retraite complémentaire. Ça, c'est ce que les Français ne veulent pas. Il y en a déjà, il y en aura. Non, attendez, j'ai pas dit ça. Elles vont se généraliser comme en Suède. Madame Rigol, ce que nous proposons, c'est la sauvegarde du système par répartition. Vous répondez pas à ma question sur les retraites complémentaires. Il y en aura des retraites complémentaires. Il y en a déjà. Il y en aura. Ce que je ne comprends pas dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas le projet de Levoy que vous avez évoqué. Moi, j'ai lu avec attention le rapport. Je suis ni d'accord ou pas d'accord avec son projet, mais il faut être objectif. C'est pas du tout ce que vous décrivez qui est dans son projet. Donc, moi, je veux bien que vous évoquiez ça. Tout le monde a dit que c'était plus ça. Maintenant. Mais ça n'a jamais été ça. En tout cas, c'est pas ça sur quoi nous parlons avec le gouvernement aujourd'hui. Donc, il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. Il faut dire la vérité aux Français. La question de savoir si un régime par points peut faire baisser ou pas les pensions, je vous réponds, moi, en tant que spécialiste des retraites de la fonction publique, mais pas que de la fonction publique, que non. Un régime par points, Agirc, Arco, l'Ircantec, ERAF, tous ces systèmes qui parlent aux gens qui connaissent ce que c'est que sont des systèmes par points. Ça ne fait pas baisser le régime par... Laissez-moi finir. Ne fait pas baisser les retraites, mais on peut tout à fait baisser les retraites avec un régime par trimestre. Et d'ailleurs, ce que veut la majorité de l'époque a été capable de faire. Je voudrais pendant 5 années la valeur du point. Alors ne dites pas que ça ne pas baisser les retraites. Ce que vous dites est faux. Non, Jacques, c'est pas vrai. Non. Argic Arco a bloqué la valeur. Ok, mais ce que vient de préciser notre interlocuteur de l'UNSA est essentiel. Parce que l'esprit de la réforme que proposait Emmanuel Macron, c'est un régime universel pour sauvegarder le principe de la répartition. C'est très important de le dire. C'est très important de le dire parce que je suis convaincu. Non, Jacques, en baissant. Non, Jacques, non. Non, mais non. Tout le monde veut ajouter un truc. Moi, j'aimerais savoir quel est le grain du gouvernement. Je crains même à titre personnel que si nous n'y arrivons pas, le prochain gouvernement qui s'attaque à ces projets épineux de retraite et qui en a marre de faire du paramétrique qui revient à peu près tous les 10 ans, voire moins, effectivement, on va passer à la capitalisation. C'est ça que je crains. Mais bien sûr, je crains en tant que citoyen. Avant d'être député, on a eu le débat dans les années 2000. C'est pas le sujet aujourd'hui. C'est comment on sauve le principe de la répartition. Mais la répartition, on est d'accord. Mais le problème aujourd'hui avec ce système-là, c'est que vous aurez la possibilité globalement et de manière universelle à bloquer la valeur du point en euros. Donc il y a une baisse. Et donc ne me dites pas qu'avec ce système-là, il ne peut pas y avoir de baisse. Il y a 3 hauts fonctionnaires qui vont tout en Suède, ils ont baissé les retraites et ce système permettra de le faire de manière universelle. Allez, qu'est-ce que le gouvernement, j'en perds mes mots, a comme grain à moudre à proposer aux syndicats? Qu'est-ce que peut faire mercredi le Premier ministre Isabelle Marie? Le retrait du projet réclamé par la CGT Sud ou la FSU opposée à la réforme, impossible à convaincre pour le gouvernement qui cherche à rallier les plus réformistes. CFDT, CGC, CFTC, UNSA ou FO, même si leurs adhérents très présents dans les transports et les services publics ont grossi les cortèges jeudi dernier. 800 000 personnes au moins contre 300 000 au plus fort de la crise des Gilets jaunes. De quoi revigorer des syndicats à la peine depuis 1 an et snobés par l'exécutif depuis 2017. Le gouvernement doit clairement afficher ce qu'il veut et il doit également, évidemment, apporter à chaque organisation syndicale un peu de réponse à ses propres revendications. La CFDT va mettre l'accent sur la pénibilité, sur les seniors, la CFTC sur les droits familiaux, l'UNSA va davantage parler des garanties pour les enseignants, les fonctionnaires. Donner des gages aux plus réformistes sans oublier les autres. Comme un signal aux syndicats,
Édouard Philippe, depuis Matignon, a donc promis hier qu'il livrerait mercredi le projet de réforme depuis le Conseil économique, social et environnemental, un lieu cher à tous les partenaires sociaux. Bon, on comprend quand même que ça va être très très compliqué pour Édouard Philippe. Il va falloir contenter tout le monde. Comme le disait ce spécialiste du travail, donner à chaque syndicat ce qu'il souhaite. Bon, oui, bien sûr, parce que la tactique, elle est évidente. C'est-à-dire, pour sortir de cette situation, de cette crise, il faut jouer les syndicats réformistes. Donc, l'UNSA... la CFDT, la CGC, voilà. Donc c'est évident que c'est ça qui... diviser les syndicats. Bah oui, mais enfin c'est le b.a.-ba. Donc je pense que malgré tout, malgré le côté amateur que peut avoir parfois le gouvernement, je m'excuse de préciser ça, mais malgré ce côté amateur, évidemment... on revient aux vieilles méthodes. Bon, c'est une bonne vieille méthode. La difficulté... il va falloir faire ces annonces, celles qui ont été évoquées tout à l'heure au début de cette émission. Et puis, il faut trouver le budget. Parce que le problème, ça va coûter très cher. Pour faire des annonces crédibles, c'est-à-dire pour dire on compense, même s'il y a du différé dans le temps. Regardez la liste. On veut du temps pour qu'on ait le temps. Oui, il y aura du différé dans le temps, évidemment. Mais c'était déjà le mot progressif dans la bouche du Premier ministre annonçait ça. Regardez, on a fait une petite liste de courses là. Oui. Date d'entrée en vigueur de la réforme des retraites, oui. On attend. Prise en compte des primes des fonctionnaires, revalorisation salariale des enseignants. Tout ça, si on prend ça en compte, ça va coûter des milliards. Des milliards, voilà. Donc on a eu... Et la réforme des retraites, c'était pas pour faire des économies. Darmanin va démissionner. Mais la pauvreté des aînés, ça coûte plus cher. Parce que la loi prévoit que on ne doit pas dépasser 14% du PIB pour les retraites. Et cette loi, qui est celle de 2012, est actuellement en application. Et ça sera un critère. Si le gouvernement baisse ce chiffre, alors nous serons, à l'UNSA, très inquiets. C'est pour ça que je pense qu'il ne le baissera pas, mais qu'il va utiliser les fonds, les fonds des réserves sur les retraites. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen d'être crédible aux yeux de l'opinion, parce que tout le monde sait bien que pour faire ces concessions, il faut mettre en face un budget. De chaque concession, il y a un budget. Donc pour ça, je ne vois qu'un moyen. Je ne suis pas un spécialiste des retraites, mais il n'y a qu'un moyen, c'est le fonds de réserve. Créé par Lionel Jospin par ailleurs. Il y a combien dans ce fonds de réserve d'ailleurs? Alors, 150 milliards. Oui, c'est ça. 150 milliards. Oui. Il y a 6 mois de... Sachant que c'est un fonds qui est constitué d'une juxtaposition de fonds. Absolument. Vous remarquerez qu'à chaque réforme des retraites, on lâche des milliards quand même. Surtout, on ne travaille pas sur le retour à l'emploi. En fait, le meilleur facteur pour sortir, les retraites, le meilleur moyen, c'est de créer de l'activité. Et c'est là qu'on arrive à financer ceux qui reposent. Bien sûr, mais il y a quand même, il faut que les téléspectateurs sachent qu'il y a quand même 150 milliards à peu près. Sur lesquels on peut compter. Oui, mais encore une fois, c'est 70-80 pour le régime général. Oui, absolument. Ne rentrez pas dans les détails parce que... Oui, mais ça veut dire qu'il y a un coussin de sécurité. Enfin, il y a un peu de grain. Vous posiez la question sur le grain à moudre, selon la très belle formule de Bergeron, qui était le patron de FO. D'autrefois, il y a quand même l'utilisation. Il est possible, dans un plan évidemment très sérieux, d'utiliser une partie des retraites par an, c'est-à-dire que ça ne couvre pas véritablement le long terme. Alors attendez, il y a Luc Faré qui doit nous quitter. Alors j'aimerais, on puise dans la réserve 250 milliards pour augmenter les enseignants, c'est pas comme ça que ça se passera. Les infirmières, les fonctionnaires en général ou pas? Ce n'est pas comme ça que ça se passera. Ça sera à partir des budgets qui sont actuellement consacrés au budget de l'État, à partir de ces éléments-là que seront revus les carrières de tous les fonctionnaires. Et c'est en tout cas ce que nous demandons. Mais pour y arriver, il faudra du temps. Il faudra prendre en compte, réfléchir à toutes les conséquences. Parce qu'un euro cotisé pour tout au long de la carrière, donnant les mêmes droits pour tous, impliquera de changer le logiciel de rémunération de l'ensemble des fonctionnaires. Et c'est un des éléments clés de cette réforme à notre niveau et au niveau des agents que je représente. Qu'est-ce que vous attendez mercredi du Premier ministre ? J'attends qu'enfin
on puisse nous dire clairement, voilà comment on va organiser cette réforme, à quelle date les choses vont s'engager et quel est le temps que l'on nous a pour négocier l'application de cette réforme. Et qu'on augmente tout de suite les fonctionnaires. Et si il faut du temps, il faut qu'on l'ait devant nous pour réussir, et il faut que tous ces éléments soient indiqués, messieurs les députés, dans la loi. Parce qu'il n'est pas question que le gouvernement suivant puisse dire écoutez, non, on a une réforme, on ne suit pas. Mais ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire. Oui, mais justement, on a vu par le passé, en tout cas en matière fonction publique, qu'un gouvernement, quand il prenait une décision et un engagement, le gouvernement suivant le tenait. Bon, merci beaucoup Luc Faré, en tout cas secrétaire général d'UNSA Fonction publique.